Donc, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Donc, on va partager le programme en 5 temps. D'abord, une introduction par Antoine. Ensuite, Bernard va nous parler un petit peu de la gestion écologique des forêts. Léo de la présentation de l'ONF et et les enjeux du changement climatique, comment ils sont gérés. Jean-Noël interviendra pour parler de Forestiers du Monde et le concept d'afforestation pédagogique biodiverse. Et enfin, on terminera par une session de questions-réponses. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci Antoine. Hop, je démarre le chrono et on va prendre le diaporama. Donc voilà, donc ici ce soir, nous avons été invités par Sciences Po Environnement pour toucher plusieurs sujets, notamment moi je vais parler du sujet des liens entre sol, eau et forêt, et nous les hommes, finalement, comment ça va se passer à notre avenir. Donc ici, en fait, c'est une conférence qui a été co-organisée avec le LIER, qui est une association en fait nationale de fonctionnaires qui veulent agir dans le domaine de l'environnement. Et donc, c'est une conférence qui est enregistrée pour être rediffusée après sur une chaîne YouTube pour pouvoir garder ces éléments pour d'autres personnes. Moi, je suis aussi animateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle OTV des élus des rivières. Et donc, cette chaîne YouTube, elle a un certain nombre de vidéos qui concernent tous les sujets autour de l'eau, l'eau, l'urbanisme, l'eau, l'agriculture, l'écologie et tout ça. Donc, en fait, vous pourrez retrouver ces éléments sur la chaîne @OEAU-TV. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Donc, en fait, si on parle de forêt, si on parle d'eau, en fait, il faut se rapprocher d'un point qui va être en fait les liens entre ces deux choses. Il y a plusieurs niveaux, comment dire, qui vont lier ces deux éléments. Et il y a un des liens qui est le sol. Le sol, en fait, au départ, il n'existerait pas sans végétaux. Si on reprend la dernière glaciation, il y avait eu des glaciers qui ont tout râpé les terrains. Et en fait, la végétation, au fil du temps, quand elle se réinstalle, elle crée donc un sol qui va être à la fois une décomposition des éléments rocheux qui sont sous-sol et qui va être un apport de matière organique par les arbres ou les végétaux. Donc en fait, on peut voir sur cette sur cette diapo qu'on a une coupe de sol et donc on a une différenciation de cet état du sol selon la profondeur. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, un sol, c'est pas qu'un simple support physique. Ce qui fait en fait qu'un sol va retenir de l'eau et qui va être en fait efficace par rapport à ces questions d'interaction entre les arbres, la capacité de la pluie à s'infiltrer, c'est la biologie. Et en fait, cette biologie, en fait, elle est constituée de plein d'éléments. C'est des micro-animaux qu'on ne voit pas à l'œil nu, des bactéries, des champignons. Là, on a un exemple, c'est donc les mycorhizes, c'est-à-dire les filaments de champignons qui sont sous le sol. Et on peut voir des liens avec les particules de sol. Et tout ça, en fait, ça fait quoi? Ça fait de la création de trous et de pores dans les sols. Et c'est très important. Un sol, si on regarde en poids, la constitution d'un sol, c'est quoi? C'est des matériaux physiques, c'est des constituants minéraux, 80%. C'est aussi en volume, c'est 50%. Et quand on regarde finalement les autres composants, c'est à la fois de l'air donc, et de l'eau. Mais par contre, il y a un petit élément qui vient tout changer là-dedans, c'est la matière organique, c'est les constituants organiques solides. C'est 2 à 3% de la masse ou du volume du sol, et pourtant, ça change tout. Si on a un sol en fait, qui a de la matière organique, il va résister à l'érosion, il va avoir une capacité de rétention d'eau beaucoup plus importante. Et donc là, on a un exemple, en fait, vous prenez plusieurs bouteilles d'eau, vous mettez un sol agricole labouré, sans apport de matière organique, avec des engrais chimiques, et en fait, ce sol, il va se déconstruire assez rapidement si vous le mettez dans une bouteille d'eau. On voit, c'est la peau 1, par exemple. Et au contraire, un sol qui est plutôt très riche en humus, c'est-à-dire en matière organique, donc c'est les sols notamment forestiers, il va bien tenir. Il va tenir parce qu'il y a des racines, pas que, parce qu'en fait, il y a cette constitution de l'humus qui va favoriser le stockage de l'eau et la tenue du sol. Donc en fait, tout ça pour dire qu'il y a un lien intime entre la capacité des sols de retenir de l'eau et leur teneur en matière organique. Et ça, en fait, ça fonctionne par rapport à plusieurs éléments. C'est que tout d'abord, les éléments minéraux en fait, du sol sont soutirés par les arbres. Ils vont être emmenés dans les feuilles. Ces feuilles vont retomber. Plus, ça va nourrir un tas de bestioles sur le sol. Donc là, c'est des moutons, mais il y a des bêtes sauvages, il y a des micro-organismes, il y a tout un tas de choses. Et donc, ça fait un cycle. Et ce cycle de l'humus et du carbone entre le vivant et le mort, il va être variable dans le temps.
Si vous prenez par exemple un sol forestier et vous retirez la forêt pour en faire une prairie, eh ben, vous allez perdre du carbone dans le sol. Donc en fait, il y a la capacité de stockage du sol, la capacité de stockage en eau du sol va diminuer. Et si pareil, vous retirez la prairie et vous en faites une zone agricole intense avec tout simplement des cultures, blé et ainsi de suite, on va encore perdre la matière organique. C'est la colonne de gauche. Et en fait, dans les vignes et les vergers qui sont complètement où il n'y a plus de végétaux, c'est encore pire, il y a beaucoup moins de carbone. Et en fait, on peut avoir des échanges en fait, de concentration de carbone dans ces sols et donc la capacité de rétention en eau différente selon qu'on ait ou pas des arbres. Donc on parle de quoi comme les arbres? Il y a les forêts, mais il n'y a pas que. Des éléments aussi paysagers comme les haies, tout ça peut constituer un élément intermédiaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les paysages qu'on a construits aujourd'hui, qu'on a déforestés, qu'on a supprimé les haies, en fait, vous allez avoir une perte de l'eau par ruissellement. Et pour revenir en fait à un cycle de l'eau qui permette de contenir et de retenir l'eau qui tombe de la pluie, il faut rajouter des éléments paysagers, bocagers, et notamment la forêt va jouer un rôle important. L'eau, elle va se trouver stockée sur plusieurs éléments. Elle va se trouver stockée dans les pores du sol, mais aussi dans les végétaux. Les végétaux, les arbres, c'est une quantité énorme de racines. Il faut imaginer que quand vous avez un arbre qui fait une boule de feuilles, vous avez au minimum la surface équivalente, là où le volume équivalent racines en sous-sol. Et dans ces racines, vous avez tout un tas de stocks, effectivement, aussi de carbone et d'eau. Et en fonction des saisons, quand les petites radicelles du printemps vont disparaître à l'automne, elles vont relibérer de l'eau. En fait, il y a un cycle continu d'échange entre carbone, eau, plantes, racines. Et donc, au cycle du transpiration, il faut retenir aussi que la présence des végétaux arborés, plus que par exemple des végétaux style des prairies, va modifier le climat, le microclimat local. Et donc, dans le cycle du climat, la présence d'arbres est importante. Ça joue sur plusieurs choses. La température, le cycle nuit-jour de température va être tamponné, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir moins de différence de température entre la nuit et le jour grâce à la présence de forêt, sous la présence de forêt. Vous allez aussi avoir un effet climatique de brise-vent qui va faire qu'il y a moins d'assèchement des sols. Les autres effets, si vous avez une canopée pleine, c'est-à-dire que vous êtes en forêt, vraiment, on voit pas le ciel, et bien, ça va faire comme une couche de laine de verre ou d'isolant, et vous avez une différence de température entre ce qu'il y a au-dessus, la forêt, et en dessous. Donc, on peut avoir des microclimats locaux qui font une biologie différente. On peut avoir des espèces, en fait, aujourd'hui relictuelles des temps glaciaires qui se trouvent dans des forêts très froides parce qu'on a une canopée continue. Si vous cassez cette canopée, en fait, vous allez changer la différenciation de température entre ce qu'il y a au-dessus et en dessous. En résumé, la structure et la composition du paysage et de la forêt, du couvert végétal, va modifier les microclimats. Aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que à l'effet régional, une forêt va créer des perturbations du vent et des climats, et donc va jouer sur la présence de nuages. On a ces photos-là. Ce que vous voyez en bas à droite, c'est les Landes. Donc les Landes, en fait, c'est quoi? C'est un grand triangle de forêts de pins, principalement. Et malgré que ce soit des pins, que ce ne soit pas non plus en fait, considéré comme des espèces les plus adaptées pour les échanges climatiques, c'est quand même des espèces, on voit, qui ont créé en fait, une formation de nuages. Donc en fait, aujourd'hui, on peut prouver que pour les grandes surfaces, donc c'est l'équivalent de surface supérieure à Paris quand même, hein, c'est des grosses surfaces de forêt, vous avez création de nuages. Et ces nuages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transporter l'eau et ils vont régénérer des cycles de pluie et évaporation. Donc on a un exemple d'une cartographie. On voit que selon la présence en fait de forêt, il y a une influence selon les vents dominants sur les continents derrière. Aujourd'hui, on peut considérer qu'en France, 20 à 40 de l'eau qui tombe sur le continent, sur la France, c'est lié à la présence et l'évaporation des terres agricoles et notamment des forêts. Plus vous avez de forêts, plus vous avez d'évaporation. Et quand on va vers l'ouest, vers l'est pour le continent européen, vous avez une augmentation de l'influence des évaporations. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si aujourd'hui on a des forêts qui se plantaient énormément en France, et ben, grosso modo, on aurait plus de pluie qui tomberait sur le continent, plus à l'est. On a ce phénomène qui est très bien connu du côté de l'équateur et de la forêt amazonienne, où en fait, la pluie qui tombe sur la partie intérieure du continent amazonien est liée à la présence de cette forêt. Demain, quand on déforeste l'Amazonie, on va se retrouver un climat sec et donc
des climats qui vont être profondément bouleversés avec moins de pluie qui vont tomber. Donc, pour signaler que effectivement, la forêt a un rôle important dans les climats à l'échelle microclimat et l'échelle régionale et l'échelle même continentale. Demain, on a un changement climatique, des températures plus élevées, des précipitations plus saisonnières et davantage d'évaporation, puisque vous augmentez effectivement la température, donc l'évaporation des arbres, des cours d'eau eux-mêmes plus chauds, des débits plus irréguliers et une recharge des nappes qui pourrait être plus compliquée. Ce qu'on peut dire, c'est que la forêt a un rôle clé pour le refroidissement. Elle joue par l'évaporation, donc elle va réduire un microclimat. Elle va avoir un effet sur la biodiversité, puisqu'elle protège des écosystèmes qui sont, je coupe qui sont liés à cette protection climatique. L'évaporation des forêts, elle humidifie l'atmosphère, comme on a pu le voir avec la création de nuages, la création donc aussi de pluie décalée sur le terrestre, plus à l'est, par exemple en Europe. Elle amplifie les pluies continentales. Elle change effectivement le démarrage de saison des pluies sur les autres continents. Et donc, le recyclage de ces pluies, s'il est très connu, donc effectivement sur l'Amazone, il est un peu moins connu sur l'Amazonie, il est un peu moins connu dans notre continent, mais il existe. La forêt, c'est à la fois une victime et une solution. Victime des sécheresses plus intenses, on va avoir un changement climatique, donc c'est-à-dire que les végétaux d'aujourd'hui ne sont pas forcément adaptés au climat de demain. Et elle va être aussi, effectivement, on va en reparler après, affaiblie par des ravageurs, parce qu'un arbre qui a été victime d'une sécheresse, il va être plus faible, donc forcément plus attaqué potentiellement. Mais par sa capacité à stocker du carbone, on en reparlera, ça permet d'atténuer le réchauffement mondial. Par sa capacité à moduler l'intensité des événements extrêmes, les températures, on voit que c'est un effet local, régional. Et en fait, ça a un effet plus global sur le cycle de l'eau. Donc, meilleure infiltration de l'eau, limitation des ruissellements et tout un tas de choses positives. Sur ce, je passe la parole. Bonsoir. Voilà, donc je suis Bernard Leclerc, docteur en écologie et spécialiste de l'écologie forestière, et donc membre de Forestiers du Monde. L'exposé que je vais vous faire, c'est un peu plus général, c'est sur la gestion écologique des forêts en face du changement climatique, mais aussi de tous les autres défis auxquels on est confronté actuellement. L'emballement du changement climatique, la 6e extinction globale. Voilà. Le dépassement des limites planétaires. Et pour nous, on tient aussi beaucoup à ce volet social, c'est-à-dire déjà notre responsabilité envers les générations futures, puisque c'est nous qui avons créé tous ces problèmes. Et l'idée, c'est de ne pas les laisser intacts pour les générations futures. Or, le problème de ces générations, c'est qu'ils perdent de plus en plus le contact avec ces réalités et contraintes biologiques, mais en contrepartie, globalement, ils sont plus préoccupés quand même par ces questions. Le réchauffement du climat, bon, ben, je n'y reviens pas. Le problème, c'est que toutes les mesures, les COP qui sont prises actuellement n'ont aucun effet et la teneur en CO2 de l'atmosphère ne fait qu'augmenter. Et en 2024, on est déjà à 425, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la trajectoire des plus 4 degrés, la pire qui soit. En effet, avec 4 degrés d'ici la fin du siècle, eh bien, il y aura une très grande partie de la planète qui sera devenue létale pour l'homme, c'est-à-dire complètement inhabitable, du fait de la combinaison entre la chaleur et l'humidité. Alors, si vous voyez la quantité de population entre l'Inde, l'Asie, l'Afrique du Centre, c'est énorme. Et effectivement, là, on ne pourra pas mettre tous ces réfugiés dans la Méditerranée. Il faudra trouver certainement d'autres solutions pour les accueillir. Autre question cruciale, c'est l'extinction des espèces. En Europe, en 40 ans, c'est-à-dire finalement, c'est extrêmement rapide. 400 millions d'oiseaux ont disparu
en nombre, 60% des animaux sauvages, 80% des insectes volants en Allemagne dans les réserves et les zones protégées, et puis bon, tout le reste, les poissons, les batraciens, les reptiles, etc. Ça nous amène à cette notion de limite planétaire qui ont été définies au niveau international, le changement climatique, la biodiversité, les cycles de l'azote, du phosphore, etc. Et la plupart de ces limites sont déjà dépassées. Et en particulier, bon, les polluants éternels, les plastiques, qui sont absolument impossibles à retirer de notre environnement. À titre indicatif, le problème de l'eau a été dépassé cette année. L'année dernière, quand je faisais l'exposé, il n'y avait que 5 limites planétaires dépassées. On est passé à la 6e cette année. Donc vous voyez, non seulement c'est rapide, mais ça devient vraiment catastrophique. Alors, la forêt, bon, je ne vous en parlerai pas plus puisque Léo nous en parlera certainement beaucoup mieux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas simplement un stockage de carbone, mais c'est un stockage de biodiversité énorme dans une forêt naturelle. Bon, comme il en reste encore quelques-unes rares en Europe, comme en Biélorusse, on a une biodiversité qui dépasse largement tout ce qu'on peut connaître dans nos forêts. Alors, si on regarde l'évolution du stockage de carbone dans notre région Bourgogne-Franche-Comté, vous voyez le niveau 0, eh bien, c'est l'équilibre. En dessous, en noir, vous avez la forêt, et donc on est largement dans du stockage de carbone jusque dans les années 2010-2015, avec une pente descendante, donc tout à fait intéressante, avec augmentation du stockage de carbone dans les forêts. Et à partir de ces 10 dernières années, on a au contraire un déstockage du carbone qui devient vraiment inquiétant. Alors, vous remarquerez au passage que pour les prairies, eh bien, il y a du déstockage aussi, dû au retournement. Et évidemment, avec l'urbanisation et la stérilisation des terres, on augmente aussi. Un schéma tout à fait intéressant parce que il va nous pointer un petit peu la responsabilité des différents facteurs dans cette diminution du stockage de carbone. Vous voyez que là, les prélèvements dus à l'exploitation forestière restent globalement stables. Par contre, la croissance des forêts diminue et les perturbations, les chablis, les incendies, etc., augmentent régulièrement, d'où finalement un bilan qui, nous l'avons vu juste précédemment, est en train de se dégrader. Une autre cause dont très peu de monde parle, c'est la déforestation importée. Évidemment, ça ne se passe pas chez nous, mais elle est liée par exemple aux importations de matières agricoles avec la déforestation au Brésil ou en Argentine pour le soja, mais c'est aussi en Asie pour les plantations pour l'huile de palme, etc. Et puis les subventions européennes au bois énergie, si bien que on peut craindre que progressivement il y ait une aggravation du relargage de carbone à court terme par ces substitutions
du charbon par la biomasse forestière. Alors là, je peux vous dire qu'en Roumanie, par exemple, c'est absolument effarant. Moi, j'ai connu les parcs nationaux avec des superbes forêts intactes, vierges, et pleines de biodiversité. Et actuellement, voilà ce qu'il en reste, d'immenses coupables blancs avec une érosion et une destruction de la biodiversité. Donc ça, c'est aussi IKEA, c'est toute la production de chaleur et d'électricité pour la France. Une autre stratégie est possible, sachant que, bon, là j'ai noté un tiers du carbone est fixé par la photosynthèse stocké dans l'humus du sol. Bon, c'est des chiffres que j'ai pris à l'ORECA, donc je leur fais confiance. Vous voyez que sur les 63 millions de tonnes qui sont fixées par la photosynthèse, il en reste quand même 20 dans le sol sous forme relativement stable d'humus. Alors, ceci nous amène à des stratégies de gestion forestière. Soit on ne fait rien, et à ce moment-là, vous voyez que on augmente régulièrement déjà la biomasse forestière du bois debout, mais on augmente aussi le stockage dans le bois mort aérien, dans le bois mort racinaire et beaucoup aussi dans le sol. Par contre, un scénario zéro récolte, on arrive quand même à maintenir l'équilibre, mais avec un type de gestion particulière qu'on va développer après. Et le scénario intensif, qui est proche de celui qui est préconisé actuellement en France, au contraire, participe au déstockage de carbone. Il faut savoir que plus un arbre est vieux et plus une forêt est âgée, plus le stockage de carbone est important. Alors, quel choix? Le scénario extensif pourrait maintenir le niveau de récolte actuel, mais en prélevant sur certaines forêts et en diminuant la pression moyenne d'exploitation. Ça pourrait permettre de laisser vieillir des arbres et de maintenir le puits de carbone actuel. Mais malheureusement, ce n'est pas le choix fait par la stratégie bas carbone et programme national forêt-bois. Voilà, les objectifs, c'est de passer de 70 millions de mètres cubes récoltés actuellement à 119 d'ici quelques années, avec une augmentation jusqu'en 2050, quitte à dégrader le puits national de carbone de 32 millions de tonnes de CO2 par an. Donc là, ça a commencé. Je connais très bien les forêts du Haut-Jura. Actuellement, on coupe tous les très gros épicéas qui partent souvent d'ailleurs à l'étranger. C'est une sylviculture économique qui privilégie la commercialisation du bois sur les autres fonctions de la forêt. Bon, je ne détaille pas ce schéma qui est un petit peu théorique, mais vous voyez qu'actuellement, pour le chêne, les belles forêts de chêne comme Citeaux, on exploite entre 150 et 200 ans. Alors que, par exemple, pour la biodiversité, on sait que ce n'est qu'au bout de 150 ans qu'on commence à avoir la biodiversité normale d'une forêt avec tout le cortège des espèces, autant en oiseaux. Là, ça a été étudié pour les oiseaux, mais c'est pareil pour les cirques, pour la microfaune du sol, etc. Alors, bien sûr, il y a eu des scénarios pour essayer de compenser cette récolte de bois qui augmente, que vous voyez en bleu en bas. Par exemple, réorienter le bois vers des usages à longue durée de vie. Bon, c'est ce qui commence à se faire dans la construction. Mais quand on voit, par exemple,
la construction de meubles, et je reprends encore l'exemple d'IKEA, ce n'est pas du stockage à longue durée de vie. Boiser les terres non forestières, eh bien, ça c'est tout à fait intéressant. Faciliter le boisement naturel aussi, mais vous voyez, ça compte quand même relativement peu. Limiter le déboisement, ça c'est aussi tout à fait intéressant, mais là aussi, il faut parler du changement d'affectation des forêts. Par exemple, dans le Morvan, que vous connaissez certainement, quand on coupe une vieille forêt de hêtres et de chênes et qu'on remplace par une plantation de Douglas, ça n'a absolument pas le même stockage de carbone. Le stockage géologique, eh ben, on oublie hein, du point de vue faisabilité, on n'y est absolument pas encore. Et pourtant, il considère là comme une part importante d'augmentation du puits de carbone. De la même façon, arrêter de retourner les prairies. Eh bien, sur le graphique précédent, vous avez vu que ce n'est pas du tout le cas. On continue à planter du maïs sur les terres de prairies autrefois. Multiplier l'agroforesterie et les haies, c'est aussi tout à fait louable, mais quand vous regardez le bilan, actuellement, il y a des centaines de kilomètres de haies qui disparaissent, qui continuent à disparaître chaque année. Donc finalement, l'Institut de l'économie pour le climat considère que cette ambition n'est pas vraiment réaliste. Alors, eh bien, nous, on essaye d'agir à notre échelle par l'idée d'afforester, c'est-à-dire de créer de nouvelles forêts dans des terres qui n'en portent pas encore. Alors, évidemment, on va retrouver tout ce qu'on a vu précédemment, la stabilisation du climat, l'augmentation de la biodiversité, la restauration des cycles de l'azote, du phosphore, la régulation du cycle de l'eau et la réaffectation de l'utilisation des sols vers un enrichissement en humus et en biodiversité. Voilà, je vous remercie. Bien. Juste petit sondage avant de commencer. Qui connaît l'ONF? Vous pouvez lever la main si vous connaissez l'ONF? Ok, bien, parfait. Alors, donc, du coup, moi, je vais parler un petit peu de la forêt française, donc petite présentation de la forêt française, ensuite de l'Office national des forêts et de tout ce qu'on met en œuvre actuellement par rapport au changement climatique. Voilà, donc après, on pourra échanger sur la période des questions une fois que tout le monde aura fini. C'est parti. Alors, la forêt française. La forêt française, aujourd'hui, c'est plus de 30% du territoire en surface. Donc, le premier secteur en surface, c'est l'agriculture, qui compte plus de 50% de la surface française. Pardon. Et ensuite, vous avez la surface forestière. Donc, comme vous pouvez le voir, en fonction des départements, on n'a pas les mêmes taux de boisement. Donc, ça, c'est des explications historiques. Hop. Et aussi, je vais profiter de cet exposé pour tordre une bonne fois pour toutes le coup à l'idée reçue selon laquelle on a de la déforestation en France. Donc, les phénomènes de déforestation importée existent. Toutefois, en France, en fait, ça fait 2 siècles que la surface forestière double. Alors, je ne sais pas si vous savez ce à quoi c'est dû. C'est dû à l'exode rural. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer comme ça. En fait, depuis la période industrielle, on a de fortes migrations des populations vers les villes et de la déprise agricole. Et en fait, donc, ça devient de la forêt naturellement, puisque la forêt, c'est l'état, ce qu'on appelle le climax des écosystèmes. C'est-à-dire qu'une prairie, vous la laissez sans la travailler, ça va devenir une forêt. Voilà. Alors, à qui appartient la forêt en France? Eh bien, en France, vous avez seulement 25% de la forêt qui appartient au domaine public et 75% de la forêt qui appartient à des personnes privées. Ça peut être des gens comme vous et moi ou des entreprises. Voilà, je vais détailler un peu plus. Alors, dans la forêt publique, vous avez la forêt domaniale. Donc, forêt domaniale, c'est 9% de la forêt en France. C'est ce qu'on appelle le domaine privé de l'État. Et la délégation de la gestion de ces forêts est à 100% à l'Office national des forêts. Ensuite, vous avez les forêts des collectivités. J'ai appelé la diapo forêt communale parce que la plupart du temps, les collectivités sont des communes, mais ça peut être par exemple de la forêt départementale, ça peut être de la forêt des CHU. Le CHU de Dijon, par exemple, a de la forêt. Donc, c'est une commune sur 3 aujourd'hui qui est propriétaire forestier, donc avec des massifs plus ou moins conséquents. Vous voyez, à peu près 190 hectares en moyenne.
Donc là, le propriétaire, ça va être la collectivité et le gestionnaire, ça va être l'Office national des forêts. C'est-à-dire que nous sommes conseillers des communes qui prennent les décisions in fine. Alors effectivement, nous avons la connaissance technique, nous leur apportons les décisions qu'elles peuvent prendre et c'est ensuite elles qui choisissent. Quand il y a une coupe, c'est elles qui bénéficieront des revenus de la forêt. Voilà. Et ensuite, donc, les 75% de la forêt privée. Donc, les gestionnaires, dans ces cas-là, ce sont des gestionnaires privés, experts forestiers, coopératives. Alors, petit point quand même, parce que la gestion dans ces endroits, elle est plus difficile. Alors, je ne vais pas m'étaler, mais le morcellement de la forêt privée, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, la propriété forestière privée est de petite taille, ce qui rend l'exploitation assez difficile. C'est pour ça que aussi, à l'échelle nationale, la France envisage d'augmenter la récolte parce qu'il y a une bonne partie des forêts privées qui ne sont pas récoltées. Par exemple, parmi vous, il y a certainement des héritiers qui doivent posséder 1 hectare, 0,5 hectare de forêt sans même le savoir des fois et aller retrouver 0,5 hectare dans un massif forestier dans lequel on a des centaines de propriétaires, c'est quelque chose de très délicat. Donc voilà, c'est la fin pour moi pour la forêt privée, j'en reparlerai plus puisque l'Office national des forêts ne gère que les forêts publiques. Hop. Alors l'ONF en bref. Donc l'ONF est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial. Vous en connaissez d'autres, par exemple l'Établissement français pour le sang, la Comédie Française, sont des EPIC. En fait, ce statut implique une autonomie financière. En fait, c'est-à-dire que l'Office national des forêts doit payer son propre fonctionnement. Donc là, en l'occurrence, chez nous, c'est sur les ventes de bois en forêt domaniale. Voilà. Donc, surtout aussi, nous sommes un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la double tutelle du ministère chargé de l'agriculture et celui chargé de l'environnement. C'est-à-dire que la politique ONF, en fait, découle tout bonnement de la politique nationale française sur la gestion forestière. Donc, l'Office national des forêts, c'est 17 000 forêts gérées, 11 millions d'hectares et un peu plus de la moitié, puisqu'on a 6,4 millions d'hectares qui sont en Guyane. Voilà. Donc 8200 professionnels qui se lèvent tous les matins pour aller travailler dans le splendide cadre qu'est la forêt et un cadre de gestion qui est systématiquement mis en œuvre, c'est ce qu'on appelle le régime forestier. Donc, le régime forestier, c'est l'ensemble des politiques et des règlements qui cadrent la gestion des forêts publiques. Hop. Alors, les principales missions de l'Office national des forêts, donc on en compte 3 plus une 4e qui est assez territorialisée en fonction de là où on travaille. Donc, la première, ça va être valoriser la ressource en bois. Seconde, agir pour l'environnement et accueillir le public. Ensuite, une 4e, prévenir les risques naturels. Là, ça va dépendre de l'endroit où on se trouve en France. Alors, pour la valorisation de la ressource bois, eh bien, il y a l'offre à la société d'un écomatériau renouvelable, c'est-à-dire en fait, on peut considérer le bois comme une brique de carbone qui peut servir justement pour faire du mobilier, de la construction, du chauffage. Donc voilà, l'État attend de l'Office national des forêts d'approvisionner la filière forêt-bois. Donc en France, les coupes Office national des forêts, c'est plus de 13 millions de mètres cubes par an, donc ça représente quand même un volume très conséquent. Voilà. Et j'ai rajouté 1 million de mètres cubes pour la fouage, s'il y en a qui ont fait la fouage ou qui pratiquent toujours la fouage. Voilà. Action pour l'environnement. Eh bien, donc l'ONF, en plus de ses missions de production, donc, va avoir des missions de protection de la nature, de suivi des espèces. Par exemple, là, je vous ai mis une photo d'un damier du frêne. Donc, damier du frêne, petit papillon local en limite d'aire de répartition, espèce en voie de disparition. Donc voilà, donc là, c'est un petit papillon qui est en train de glaner sur une crotte, sur une route forestière en forêt domaniale. Vous avez aussi, je vous ai mis le petit logo police de la nature, la personne qui fait de la police, puisque nous avons des missions de police. Et nous avons aussi un réseau de forestiers naturalistes, plus de 230 personnes spécialisées dans des thématiques comme donc habitat-flore, donc botanique, entomologie, les insectes, avifaune, les oiseaux, herpétofaune, les reptiles, mammifères, et mycologie, les champignons. Voilà. Troisième grand axe pour l'Office national des forêts, l'accueil du public en forêt. En forêt, en fait, c'est plus de 700 millions de visites par an qu'on a. Pour ceux qui vont des fois se promener dans le Val-Suzon, eh bien, en fait, la plupart des structures d'accueil sont entretenues par l'Office national des forêts et mises en œuvre aussi. Pour ceux qui sont déjà partis se promener à l'île de la Réunion, l'ensemble du réseau de sentiers pédestres, c'est l'Office national des forêts et les ouvriers forestiers de l'Office qui les entretiennent. Voilà. Vous avez aussi de la sensibilisation du public. Des fois, l'ONF, on fait des sorties pour le public, par exemple. Maintenant, le dernier volet, la prévention des risques naturels. Donc, on parle souvent à l'ONF de MIG, les missions d'intérêt général. Donc, ce sont des missions d'intérêt général qui sont confiées par les ministères à l'Office national des forêts avec des enveloppes
financières, puisque ce ne sont pas des choses qui rapportent. Donc, vous allez avoir la première dont je vais parler, la restauration des terrains en montagne. C'est l'ensemble des études et des travaux pour prévenir des avalanches, des crues, des risques de lave torrentielle, des chutes de blocs. En fait, tout ce qui est gestion risque naturel en montagne que la forêt peut prévenir ou a un impact sur la gestion. Ensuite, vous allez avoir la défense des forêts contre les incendies, DFCI. Donc ça, c'était quelque chose qui était réservé au sud jusqu'à présent. Bon, bah maintenant, avec le changement climatique, ça fait 2-3 ans que même ici en Côte d'Or, on est concerné et on est très mobilisé là-dessus. Vous avez aussi la gestion et la préservation des milieux littoraux. Donc là, ça va être tout ce qui est sur la côte atlantique avec la préservation des dunes notamment. Hop, ah, ça, si j'avais enlevé ma deuxième présentation. Tac. Alors, maintenant, on va parler un petit peu changement climatique. J'en ai fini avec l'ONF. Donc, je ne vais pas revenir sur les scénarios climatiques. Bon, alors, je pensais que ça serait plus développé, mais je pense que tout le monde est au courant du fait qu'on est dans une situation assez compliquée actuellement. Donc ici, les scénarios climatiques, souvent on parle aussi de RCP qui sont en fait des trajectoires sociétales, des trajectoires sociétales. Et en fait, on a le RCP 8.5 qui correspond à une augmentation d'ici 2100 de plus 4,5 degrés. Donc c'est assez anxiogène hein, quand vous savez ce que ça représente, plus 4,5 degrés. En fait, si on a ça en 2100, la forêt sera très clairement le dernier de nos soucis. C'est-à-dire qu'on aura des pénuries alimentaires au niveau mondial. Enfin voilà. Mais actuellement, on prend la direction du plus 4,5 degrés, RCP 8.5. Hop, je continue. Alors, quel impact du changement climatique pour les forêts? Donc, en fait, ce qui est dit, c'est qu'on va avoir, vous savez, de plus en plus d'événements extrêmes, en plus des températures qui vont en moyenne augmenter. Donc, on va avoir de plus en plus d'événements extrêmes. Les canicules, donc ça, vous l'avez vu, hein, depuis 2020, on a eu quand même quelques-unes avec des pics de chaleur assez forts. 2022 notamment, où c'est l'année de mon arrivée. On a eu un départ d'incendie sur le Val-Suzon, le gros incendie à Selonget. Et on va aussi avoir de plus en plus de sécheresse. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, la volumétrie, la pluviométrie annuelle ne va pas varier. Par contre, ce qui va varier, c'est son espacement dans le temps et sa répartition. Vous savez, ce qu'il faut à la nature, entre guillemets, comme à nous et comme aux vivants en général, c'est potentiellement de l'homogénéité, c'est-à-dire un peu de pluie, mais fréquente. Alors que là, le problème, en fait, c'est qu'on va avoir de plus en plus de gros événements de pluie dans lesquels on va avoir beaucoup de ruissellement parce que le sol ne sera même pas en mesure de tout stocker, et beaucoup de périodes où on va avoir des sécheresses très longues. Et là, pour les arbres, ça va être très compliqué parce que les arbres ont un besoin en eau qui doit être fréquemment alimenté. Voilà. Et donc, en fait, avec tout ça, si vous voulez, on crée des comorbidités sur les arbres, c'est-à-dire qu'ils sont dans des situations de stress et de difficulté, ce qui fait qu'au final, nos insectes ravageurs potentiels, qui font partie des écosystèmes et peuvent être présents, eh bien, en fait, ils vont avoir une recrudescence sur les attaques des arbres, et là, les arbres n'auront peut-être pas toutes les armes pour résister, en fait, avec l'accumulation des stress. Donc, j'ai dit pathogènes, donc ça peut être des champignons pathogènes, des insectes ravageurs. Même le pire, c'est qu'on en a certains qui remontent du sud, puisque maintenant il fait plus chaud et qu'on a des températures abordables pour eux. Voilà. Alors, simplement, avant de continuer sur les pathogènes et toutes ces choses, je voulais vous donner quelques chiffres. Donc, c'est des chiffres assez récents, puisqu'ils viennent du mémento de l'Institut géographique national 2023 sur la forêt. Donc, les groupes de l'IFN-IGN ont suivi la forêt, et entre les périodes de 2005-2013 et la seconde période de 2013-2021, ils ont aperçu, donc observé sur leur placette de suivi forestière, une hausse de la mortalité de 80%. C'est énorme, hein. 80%, c'est quasiment le double de ce qu'il y avait avant. En plus de cela, ça représente 0,5% du bois vivant en forêt. C'est-à-dire que 0,5%, on pourrait se dire c'est peu, sauf que 0,5% par an, tous les ans, c'est énorme. En plus de ça, du coup, comme je vous disais, nos arbres actuellement, ils sont en stress. Et en fait, avec leur stress, on a une baisse de 4% de l'accroissement des arbres. C'est-à-dire, chaque année, vous savez, les arbres font des cernes, ils se développent. Sauf que là, en fait, comme ils sont tellement occupés, entre guillemets, à lutter contre les stress et à gérer tout simplement leurs ressources à l'instant T, ils ne sont pas occupés à faire des réserves ou à s'accroître en diamètre. Et donc, du coup, en fait, toute cette baisse, elle va avoir un réel impact sur la récolte bois derrière. On parle beaucoup du bois, solution par rapport au changement climatique, sauf que si la forêt, elle produit 2 fois moins, on aura 2 fois moins de bois. Et le puits de carbone, en fait, s'en retrouve finalement divisé par 2, c'est-à-dire le puits de carbone
parce qu'il faut quand même en parler, c'est en fait la différence entre le flux entrant de carbone dans la forêt et le flux sortant. Donc, dans les flux entrants, vous avez la forêt actuelle, les arbres qui grossissent, donc la croissance. Vous avez la déprise agricole, où là, on va avoir des anciens prés qui vont devenir de la forêt. Donc, c'est de la forêt qui se crée, du carbone forestier qui se crée. Et ensuite, dans les sorties, vous allez avoir les dépérissements, puisqu'on peut retenir à peu près en ordre de grandeur que 90% du carbone qui était dans un arbre, quand l'arbre meurt au sol et se décompose, 90% de son carbone repart dans l'atmosphère. Donc, vous avez les mortalités des arbres qui déstockent du carbone, vous avez la perte de croissance, vous avez tout plein de choses qui font qu'en fait, notre forêt stocke de moins en moins de carbone. C'est ça quand on parle du puits de carbone forestier français qui est en difficulté. Alors, je vais illustrer mon propos avec le scolite. Alors, le scolite, si vous avez fait des promenades un petit peu en montagne et même en plaine, vous avez dû déjà voir des taches un petit peu comme ça. Donc, ce sont des épicéas scolités. C'est-à-dire que le scolite, donc, c'est un insecte qui se reproduit sous l'écorce de l'épicéa. Donc, le mâle et la femelle se reproduisent sous l'écorce de l'épicéa, là où la sève de l'arbre passe. Donc, c'est toute la partie vivante en fait qui alimente le haut de l'arbre. Votre insecte, il va venir se reproduire ici. Donc, la femelle, ensuite, elle va faire des tranchées comme ça au sein de l'arbre. Elle va pondre. Et ensuite, les larves, lorsqu'elles éclosent, vous voyez, elles partent de façon radiale sur le bord en se nourrissant de la partie de l'arbre qu'on appelle l'assise cambiale, pardon, l'assise cambiale par laquelle en fait tous les flux vivants de l'arbre passent. Et donc ça, en fait, c'est quelque chose qui va porter préjudice à l'arbre. Alors les arbres ont des moyens de défense, et peut-être que des fois, une attaque sur un arbre sain, l'arbre va réussir à s'en remettre sans trop de soucis. Sauf que le problème, c'est qu'avec le stress auquel ils font face, ils n'ont pas forcément les moyens de se défendre. Et puis un second point qui est encore plus problématique, c'est qu'avec la chaleur, en fait, les cycles de reproduction vont être beaucoup plus fréquents. Vous voyez là, donc je vous ai illustré ça. Donc vous avez 3 années, 2020, 2021, 2022, avec les températures moyennes annuelles. Et la couleur, donc, c'est le nombre de générations de reproduction du scolite. Vous voyez, on va prendre une année qui a été un peu fraîche, entre guillemets. 2021, 12,9 degrés de température moyenne. Votre carte, vous la voyez, donc là, c'est où on a des épicéas et où ça a été suivi. On a une à deux générations de scolites en reproduction en moyenne. Vous prenez les années 2020-2022, on est à 14 degrés en moyenne. Vous voyez, 2022, 14,1 degrés. Regardez, la carte, elle est rouge, jaune, et on a même du noir. C'est-à-dire qu'il y a même des endroits où les scolites ont fait 4 générations de reproduction. Donc vous comprenez, l'arbre, déjà, il est stressé. Il se fait attaquer une fois, 2 fois. S'il s'en remet déjà, là, on est bien. Puis la troisième et la quatrième, c'est le coup de grâce, en fait. Donc vous comprenez, avec ce changement climatique, on va avoir des arbres qui sont fragilisés, et deux, en fait, justement, une augmentation de la fréquence des attaques et des mises à mal. Pareil, une canicule, il s'en remet, 3 canicules, il s'en remet pas. Donc en fait, c'est tout ce système d'événements finalement qui met vraiment à mal la forêt. Alors au niveau des pistes de réponse et les réflexions qu'on a à l'Office national des forêts pour justement tenter d'aider la forêt par rapport à ça, alors, on a une vraie réflexion sur la résilience des essences présentes. Par exemple, si vous allez souvent vous promener donc à Cîteaux, par exemple, à Plaine de Saône, là où on a des chênes, eh bien aujourd'hui, on a un mélange avec des chênes pédonculés et des chênes sessiles. Le chêne pédonculé est un chêne qui est a priori moins bien adapté au changement climatique. Donc là, par exemple, les forestiers, lorsqu'on est en martelage, l'action qui consiste à marquer les arbres qui vont être coupés, eh bien, on va systématiquement travailler au profit des chênes sessiles qui sont plus adaptés. On va leur faire de la place et on va couper petit à petit les chênes pédonculés afin que quand la forêt se régénère, ce soit des glands de chênes sessiles qui régénèrent la forêt. Donc ça, c'est une des tentatives qu'on a actuellement. On peut aussi avoir la présence d'îlots d'avenir. Donc, les îlots d'avenir, ce sont des plantations qu'on fait sur de petites échelles où on va tenter des essences qui sont un peu plus exotiques. Par exemple, moi, sur mon unité territoriale dont je suis le responsable, on a en projet un îlot d'avenir avec de l'érable à feuilles d'aubier. C'est un érable plus méditerranéen. On en a aussi un avec du chêne zéen. Le chêne zéen, c'est un chêne d'Espagne. Voilà. Donc, c'est des choses, on va les suivre, on va voir comment ça évolue et peut-être que le chêne-zéen, on se rendra vite compte qu'on a encore quelques gelées qui ne sont pas compatibles avec le chêne-zéen et peut-être qu'au contraire, le chêne-zéen s'établira parfaitement dans la zone et sera un semencier d'avenir pour la forêt en apportant un peu plus de diversité et de résilience climatique. On a aussi la diversification, donc vraiment cette stratégie de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, qui finalement est un peu une stratégie phare dans la gestion forestière, même si des fois on l'a un peu oublié. Voilà.
Donc, par exemple, ce concept de diversification, il s'illustre sur ce qu'à l'ONF on appelle le concept de forêt mosaïque. Donc, en fait, c'est une gestion du massif forestier avec un ensemble de milieux différents. Donc, comme là, je vous disais, par exemple, si là, on a un schéma de massif forestier, on a un îlot d'avenir sur lequel on va essayer des choses. Un îlot de vieillissement où on va laisser les arbres vieillir et atteindre des diamètres beaucoup plus gros pour l'accueil de la biodiversité. On va avoir des réserves biologiques, des zones donc, en libre évolution. On va avoir des zones ouvertes, des zones de régénération naturelle, des zones où on va faire de la production. Parce qu'on pense à l'ONF que la production a encore lieu d'être au niveau du stockage, de la séquestration du carbone dans la construction par exemple, et surtout au niveau de la substitution. C'est un point dont je parlerai plus tard. Voilà, même maintenant. Donc voilà, le parti pris en fait de l'Office national des forêts, c'est d'avoir le maintien d'une production orientée vers le stockage et la substitution de carbone. Donc on parle des 3 S. Le premier S, séquestration. Donc vous savez, la photosynthèse, lorsqu'elle est réalisée, l'arbre fixe du CO2 atmosphérique dans le bois. D'ailleurs, pour votre ordre de grandeur, pour votre information, 1 mètre cube de bois, c'est environ 1 tonne de CO2. Voilà, simplement à retenir. Ensuite, vous avez le stockage. Donc ça, c'est plutôt réservé au bois d'œuvre. Le bois d'œuvre, c'est le bois de bonne qualité qu'on va utiliser, par exemple, pour la construction. Donc typiquement, vous voyez, là, vous construisez votre chalet en bois. Et bien, en fait, votre chalet est à lui-même un piège à carbone. C'est-à-dire qu'en fait, votre bois, si vous considérez que c'est du carbone qui est fixé, là, on peut se dire, votre chalet, il va avoir une durée de vie entre 100, 150 ans, même plus, on le souhaite. Et bien, du coup, c'est du carbone qui est fixé pour tout cet horizon de temps. La cathédrale de Notre-Dame, les charpentes en général, les vieilles charpentes de chêne dans les maisons. Voilà. Et ensuite, le troisième point, le troisième S, la substitution. Et pour moi, celui-ci est très important. En fait, la substitution, c'est de dire j'utilise du bois à la place de. C'est-à-dire, typiquement, vous construisez votre maison en ciment ou votre chalet en bois. Eh bien, la maison en ciment, on va avoir, vous savez, de l'utilisation du ciment. Et en fait, le ciment, même si c'est minéral, il faut le chauffer très fort pour avoir ce matériau-là. Et en fait, le chauffage est très consommateur et très émetteur de CO2. Donc en fait, quand vous construisez votre maison en bois, vous réalisez une substitution, c'est-à-dire que vous n'avez pas utilisé tout ce ciment. Typiquement, on va prendre un exemple qui est un peu plus simple, je trouve. Vous pouvez vous chauffer au fioul ou au bois. Très clairement, si vous chauffez au fioul, vous allez prendre un stock de carbone qui était bien enfermé dans le sol à une certaine distance, il n'était pas dans l'atmosphère, et vous le relarguez directement dans l'atmosphère. Donc là, en fait, vous importez du CO2 dans le système qui est déjà à mal. Alors que ce qu'on peut se dire, vous allez faire vos affouages, votre chauffage derrière votre maison, vous coupez l'arbre, vous vous chauffez avec tout l'hiver. Certes, vous allez rejeter du CO2 dans l'atmosphère, mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'on est en circuit fermé et que ce CO2 que vous avez rejeté dans l'atmosphère, c'est le même qui va être fixé quand la forêt va repousser là où vous avez coupé votre bois de chauffage. Donc voilà, la substitution fait vraiment partie de la solution à mes yeux et dans la stratégie nationale bas carbone. Voilà. Alors je vais rapidement conclure. Donc, sur le fait qu'à l'ONF, on a un parti pris d'assurer une production forestière face au changement climatique. Donc, maintien de la production orientée vers la qualité, puisque la qualité, on sait que c'est ce carbone-là qui va rester in fine et qui va être longuement piégé. On diversifie les pratiques, concept de forêt mosaïque, et j'ouvrirai rapidement, avant de finir ma présentation, sur le maintien de l'équilibre sylvo-cynégétique. Donc, c'est un bien grand mot pour parler de l'équilibre entre la faune et la forêt, c'est-à-dire notamment l'équilibre avec les grands cervidés et le sanglier en forêt. On pourra en discuter plus tard, mais ce déséquilibre qui est actuellement présent porte préjudice à la forêt et les forestiers, on essaye vraiment aujourd'hui de lutter pour rétablir cet équilibre qui est défavorable à la forêt. On pourra en parler en partie question. Voilà, j'ai dit. Bonsoir, Jean-Noël Cabassi, je suis coprésident de Forestiers du Monde. Forestiers du Monde, c'est une ONGE qui a été fondée à Dijon, en Côte d'Or, en 2003. 6 amis forestiers exerçant dans la foresterie publique et privée se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour être efficace auprès de la société civile, sachant que les situations sont difficiles et vous l'avez vu plutôt dramatiques pour les générations qui vont nous succéder. Donc nous avons décidé que cette ONGE serait une association favorable qui engagerait ce qu'on appelle les afforestations, c'est-à-dire l'exact contraire de la déforestation. Donc A2F, afforestation, c'est un mot que l'on utilise au quotidien. Et donc pour vous illustrer ce qu'est une afforestation, tu peux aller dans la rubrique, tu peux descendre, et tu peux aller dans la rubrique ici, Bressé-sur-Tille, descendre. Tout commence par simplement un terrain. Donc comme vous l'a indiqué Bernard, nous ce qu'on cherche, c'est auprès des communes des terrains non boisés, ou alors qui ont été déboisés il y a très très longtemps, qu'on soit bien d'accord,
Le but, tu peux descendre, le but c'est effectivement ensuite d'identifier des enseignants. Nous cherchons à travailler avec des professeurs des écoles. Nous avons assez peu d'actions auprès du grand public. Parce que soit des gens, les citoyens sont déjà convaincus et ils sont à l'action, soit ils ne le sont pas et on n'a plus de temps à perdre avec les personnes qui ne sont pas convaincues. Donc, on travaille avec les enseignants. L'intérêt de travailler avec les enseignants et professeurs des écoles, c'est que le maître est maître de sa classe sur toute l'année scolaire. Et officiellement, au programme d'éducation nationale, il y a les items relatifs au développement durable. Donc, c'est bien de les aborder en classe, c'est encore mieux de les aborder pratiquement. Donc là, vous avez le maire, les enseignants et des membres de Forestiers du Monde sur le terrain. Et Brécy-sur-Tille, je l'ai pris parce que c'est une commune de Côte d'Or, de Dijon-Aglo. Et vous voyez la porte qui permet d'accéder à la forêt en sortant de la cour d'école. Voilà. Tu peux descendre la photo suivante. Voilà, la localisation de Brécy. Alors, pour accompagner les enseignants dans la démarche, nous avons conçu un guide pédagogique. Ce guide pédagogique qui s'intitule Bâtir la forêt. Ensemble, développons la biodiversité et luttons contre l'effet de serre par l'afforestation biodiverse. Ce guide, nous l'avons fait avec des pédagogues, puisqu'au sein de Forestiers du Monde, il y a des pédagogues. Bernard est un professeur agrégé en sciences de la vie et de la terre. Nous avons des professeurs des écoles aussi. Et le but, effectivement, c'est d'expliquer le pari fou qui consiste à bâtir une vraie forêt à partir d'un terrain où il n'y a rien. Moi-même, quand j'étais plus jeune, je suis sorti en forêt avec un garde forestier. Je me souviens de sortir avec ce garde, mais je ne me souviens plus trop ce qu'il m'a appris. Sans doute m'a-t-il sensibilisé, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu mon métier, en plus d'être mon engagement associatif. Mais l'idée, c'est d'expliquer aux enseignants que ce n'est pas fou de bâtir une forêt, on peut le faire. Et bâtir, c'est bien la notion de cathédrale que nous cherchons à développer, c'est-à-dire une œuvre éternelle. On ne sera pas comme Louis XIV à laisser un château. Nous, on va essayer de laisser une œuvre éternelle que les enfants ont reconstruite. Donc, tu peux descendre. Alors, dans nos afforestations, puisqu'on a parlé forêt quand même, je suis venu avec un arbre, que vous voyez ce qu'on sélectionne comme plan. Donc, nous favorisons la plantation par plan en godet. Alors, c'est très important parce que dans ce godet, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une graine qui a germé dans du terreau. Et par rapport à, je ne sais pas si vous vivez en ville ou à la campagne, mais vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de communes et beaucoup de maires s'engagent sur des plantations. Le problème, c'est qu'ils s'y prennent très très mal et ça coûte un pognon monstre. Ce que j'ai dans les mains, ça coûte 4 € et les taux de reprise lorsqu'on les plante, c'est 98 ou 100%. Donc le problème, c'est qu'ils font 20 cm de haut. Donc c'est vrai que d'un point de vue politique, ce n'est pas très porteur. Imaginez un maire qui plante un arbre comme celui-ci et qui dit voilà, j'ai engagé la forestation de ma ville, ça fait rigoler tout le monde. Nous, d'un point de vue forestier, ça ne nous fait pas du tout rire parce que c'est vraiment la seule solution qui fait que les taux de reprise sont efficaces. Et je rappelle, c'est une graine qui a germé dans du terreau et si j'ouvre le godet, j'ai tout mon chevelu racinaire, j'ai toutes mes racines intactes, ce qui explique pourquoi les arbres haute tige qui sont plantés, qui coûtent cher, avec un bilan carbone catastrophique, puisqu'effectivement, il faut les planter, il faut creuser le trou, tout ça, c'est fait avec des moyens mécaniques. Les taux de reprise sont d'environ 1 sur 2, et en plus, il faut extrêmement arroser. Et quand vous arrosez des arbres dont le chevelu racinaire a été supprimé parce que les arbres ont été transplantés, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, nous favorisons ce type de plantation avec les écoliers. Donc, j'insiste parce que pour nous, forestiers, ça paraît évident, mais pour la société civile, ça ne l'est pas du tout. Tu peux descendre. Alors, comment nous plantons? Nous plantons de façon à favoriser le plus possible l'émergence de toutes les strates qui composent la forêt et qui font qu'on favorise la biodiversité animale. Si on veut sauver la biodiversité animale, Bernard nous a expliqué qu'on était la 6e extinction massive. En fait, ce qu'il a oublié de dire, c'est que c'est la première extinction liée à l'homme quand même. C'est la première fois qu'une espèce est capable d'éradiquer pratiquement toutes les autres espèces sur la planète. Donc, l'idée, c'est de recréer effectivement l'écosystème des habitats naturels les plus favorables à la biodiversité animale. Et ça commence déjà par effectivement restaurer le sol. Ensuite, favoriser l'émergence de toutes les strates herbacées, la strate arbustive, les strates arborées. Évidemment, ça va prendre du temps, puisqu'on plante des jeunes plants qui ont 2-3 ans. Mais plus on aura ces strates, plus on favorisera l'ensemble de la diversité animale, puisque vous savez que chaque espèce a un habitat particulier. Tout à l'heure, Léo nous a parlé du damier du frêne. Le damier du frêne, si on veut le trouver, le damier du frêne, sa chenille elle mange des feuilles de frêne. Et l'adulte, l'imago, il va butiner sur la bourdaine notamment. Donc vous vous doutez bien que si on veut favoriser la sauvegarde du damier du frêne, dans nos forêts, il faudra trouver notamment du frêne. Sachant qu'en plus, le frêne actuellement est plutôt malade, donc on verra quelle solution on trouve. Tu peux descendre encore, s'il te plaît. Donc, quand je dis que nous avons sélectionné des projets pédagogiques, c'est que le but, c'est que les enfants fassent tout, ou en tout cas le plus possible.
Donc là, ils sont tout simplement en train de commencer à poser des jalons sur le terrain, c'est-à-dire un exercice de maths tout simple. Hein, sur 20 mètres, je mets un jalon tous les 2 mètres. Combien faut-il que j'ai de jalons dans la main en partant? Je vous rassure, ils se trompent tous. Ils ont tous oublié le zéro. Donc, c'est un bon exercice. Évidemment, ils l'ont travaillé en classe. Donc, c'est pour vous dire que d'un point de vue pédagogique, la forêt, c'est un excellent support pour les enseignants. Donc, ils posent des jalons. Vous avez vu que le terrain, aucune préparation. On demande juste que la fauche soit faite pour que les enfants ne se retrouvent pas forcément avec des ronces dans les pattes. Mais on fait en sorte qu'il n'y ait aucune préparation. Ça veut dire que ce qu'on recherche, c'est le bilan carbone le plus bas possible. Hein. On est bien d'accord. Donc voilà, ils posent des jalons. Alors, comme ils ont évidemment l'éducation physique au programme, eh ben, ils creusent des trous. Hein. On amène des louchers et puis ils apprennent à creuser des trous, tout simplement. Donc pour certains, c'est une grosse découverte. Hein. Ils n'avaient jamais vu un loucher ou une bêche, mais c'est l'occasion. Donc au début, c'est un peu compliqué, mais après, on n'arrête pas. On a du mal à les arrêter. Donc en une matinée, on est capable de poser 100 jalons et de creuser 100 trous, en règle générale. Moi, ce que j'ai remarqué, je vais faire plaisir à la gente féminine, c'est que les filles sont souvent très engagées. Contrairement à ce qu'on pense, les garçons qui sont sportifs, hein, ils nous disent tous faire beaucoup de sport et au bout du premier trou, ils sont fatigués. Les filles, elles finissent par dire non, mais on ne va pas se mettre à deux, tu vas me donner un loucher, puis je vais y aller toute seule. C'est assez surprenant. Ça se produit souvent, hein, je vous le dis, c'est parce que je le constate régulièrement. Donc, les enfants font les trous, on descend, il y a encore des photos, voilà. Et puis arrive le grand jour de la plantation. Et là, effectivement, le but, c'est que les enfants apprennent à manipuler les godets. Donc, on est intervenu en classe préalablement, on leur expliquait les enjeux forestiers, les enjeux environnementaux contemporains, notamment le changement climatique, la perte de biodiversité. On leur expliquait le schéma que je vous ai montré. Et effectivement, derrière, ils passent à l'action. Donc là, c'est le jour de la plantation. Et puis, voilà, une fois la plantation finie, et là, on a eu la chance d'avoir associé 2 étudiants qui étaient en Master 2, changement climatique, adaptation du territoire, voilà, donc qui travaillent notamment aussi avec l'ONF et qui sont africains. Donc, on leur a montré ce que nous, on faisait en France, en leur disant que peut-être qu'ils pourraient exporter l'idée, en tout cas importer l'idée chez eux, et puis la mettre en œuvre. Ça tombe bien, Forestiers du Monde, c'est une ONGE, donc on a également implanté au Sénégal, en République démocratique du Congo. Tu peux descendre les photos, voilà, ça vous montre les actions qui sont réalisées par les enfants. Et du coup, c'est pas moi qui vais là-bas, hein. Moi je bouge pas. Hein. Ce sont les citoyens congolais, sénégalais qui prennent de l'action en main et qui font exactement la même chose que nous, mais évidemment pas du tout sur les mêmes essences. Tu peux remonter, parce que je n'ai pas parlé des essences. À un moment donné, il y a la liste des essences, si tu peux remonter. Attends, pas des... Ici, consultable, architecture, assemblage, vas-y. Voilà, ici. Est-ce que tu peux cliquer sur composition d'un bosquet? Voilà. Donc, la composition des bosquets, non seulement on traite la biodiversité par rapport à l'architecture, hein, vous l'avez compris avec les différentes strates, mais le but, c'est aussi de travailler sur la diversité des espèces. Donc, dans la liste des espèces, on a des espèces autochtones et puis on a des espèces plutôt à tendance méridionale. Donc, c'est un caractère expérimental et c'est vraiment intéressant. Et nous, ce qu'on laisse, ce qu'on espère, c'est laisser à nos successeurs des zones d'expérimentation comme celle-ci en leur disant voilà, on a installé du chêne vert, on a installé le micocoulier, on a installé du frêne à fleurs. Donc, prenez-en, tirez-en les conclusions d'ici 20, 30, 40, 50 ans, voyez si c'est intéressant. L'intérêt, c'est que ce sont des expérimentations sur des toutes petites zones. Donc, c'est assez facile d'en tirer des conclusions. Je vous ai amené la flore forestière, donc pour que vous compreniez aussi les limites de notre engagement, c'est-à-dire que les essences que nous sélectionnons, elles sont issues des tomes 1, 2, 3 de la flore forestière française, métropole. On ne va pas chercher des essences exotiques au sens extra-européen. Donc, ce n'est pas le choix de tout le monde, mais on s'est limité à des essences de la flore forestière française métropolitaine. Voilà, bon, d'autres vont plus loin. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous présenter, si tu es d'accord maintenant, le petit film de Claude Bourguignon, le premier. Voilà, donc je vous présente un petit film de 3 minutes qui résume un peu ce qu'on a fait et effectivement qui présente les enfants à l'action. Alors pourquoi faut-il replanter des arbres après cette longue période d'arrachage de haies qui a démarré après-guerre? C'est qu'on commence à constater que les arbres sont fondamentaux d'abord pour le cycle de l'eau. Pour donner une idée, la perméabilité d'un sol sous haie, c'est 100 mm d'eau à l'heure. Un champ labouré, c'est 2 mm d'eau à l'heure. C'est-à-dire que la haie ou la forêt est capable d'absorber les pires orages qu'il y a et évite toutes les inondations. Et à l'heure actuelle, nous avons des gros problèmes d'inondation
contamination du fait de l'arrachage massif de toutes ces haies et le remplacement des forêts de feuillus par des forêts de résineux ou des forêts d'eucalyptus qui ont des enracinements beaucoup moins profonds et qui donc ne guident pas l'eau en profondeur vers la nappe phréatique comme sont capables de le faire les feuillus, les chênes, les hêtres, les charmes, etc. Donc il y a un vrai travail de réflexion à faire sur la forêt. On disait autrefois que pour être un homme accompli, il fallait faire 3 choses. Faire des enfants, écrire un livre et planter un arbre. Parce que planter l'arbre, c'est une façon de s'enraciner dans le futur. C'est-à-dire que quand je plante un arbre, cet arbre, évidemment, il mettra du temps à pousser, donc il ne sera pas pour moi, mais il sera pour les générations futures. C'est une sorte de patrimoine que je crée pour les suivants. Donc c'est important que les enfants apprennent à planter des arbres. Ici à Couternon, sur un terrain mis à la disposition du conseil municipal de Couternon, mis à la disposition des écoliers pour qu'ils puissent apprendre à bâtir une nouvelle forêt pédagogique biodiverse. C'est une forêt biodiverse, elle sera composée d'à peu près 40 à 45 espèces d'arbres et d'arbustes différents. L'objectif, c'est que ces écoliers aient la possibilité d'apprendre comment installer la biodiversité tout en participant modestement à la lutte contre le réchauffement climatique en plantant des arbres. Et puis il ne faut pas oublier que l'arbre, c'est lui qui est à la base de la fertilité des sols. Le plan est un plan en godet. Ça, c'est le godet. Le trou est correct. Ne bougez pas, ne bougez pas. Le trou est correct. Cette zone est effectivement à la hauteur du sol. Non, c'est-à-dire le fait de manger les plants, les bourgeons par les chevreuils. On encourage vivement les municipalités à engager des projets de ce type parce que c'est très motivant pour les élèves. Ça permet de mettre en relation les parents, les enfants, les agents municipaux et les différents élus. Et c'est une coopération qui est assez rare à l'école. Parce qu'il y a des gens en fait, qui s'amusent à couper des arbres et du coup nous en fait on s'amuse à les replanter pour que la nature elle soit plus belle. On plante une forêt pour protéger la nappe souterraine à côté et ça va aussi limiter le vent. Eh bien, quand ils seront plus âgés, ils vont voir ces arbres grands, ils iront peut-être faire un petit pique-nique à l'ombre de l'arbre qu'ils ont planté, ce sera une vraie satisfaction pour eux, et ça leur permet d'être toujours dans le futur, d'être toujours dans ce mouvement de la vie qui ne s'arrête pas depuis 4 milliards d'années. Quand je serai grand, je reviendrai voir ma forêt. Et donc, planter l'arbre, c'est une action assez merveilleuse pour être un homme vrai, complet. Francis Allais, vous le connaissez, hein, c'est le biologiste qui a travaillé sur la canopée, la diversité des canopées et les forêts tropicales. Il avait signé un article célèbre dans Le Monde avec Nicolas Hulot en disant les forêts tropicales, c'est foutu. C'est fichu, je crois, c'était le titre. Voilà. Et puis Francis Allais, il a accepté de préfacer le guide puisqu'on s'est rencontrés au Festival international de l'aventure de Dijon. Et du coup, il a présenté un film, on est allé le voir et on lui a remis notre guide. Et 15 jours après, il a accepté de le préfacer. Voilà. Donc, vous trouverez sa préface si vous le voulez. Je passe au dernier volet, c'est l'action citoyenne. Donc là, vous avez vu ce qu'on fait avec les écoliers. Ça, c'est l'essentiel de l'action de Forestiers du Monde, où qu'on soit en France ou à l'étranger. Mais de temps en temps, exceptionnellement, nous ouvrons les possibilités d'action aux étudiants. Donc, je vous passe, Antoine, le film sur ce qu'ont fait les étudiants de Sciences Po un dimanche, parce qu'on les a levés le dimanche pour aller réaliser une afforestation pédagogique aussi, biodiverse également, mais cette fois-ci, c'est eux qui l'ont réalisé. Alors, coucou! Alors
on est aujourd'hui avec Forestiers du Monde et on va faire une petite plantation d'arbres. Donc on vous emmène avec nous. Merci. Donc, les délaissés routiers, vous faites comme moi, vous prenez la voiture, vous circulez sur les routes départementales, communales, métropolitaines, et vous tombez régulièrement à droite et à gauche de la route sur des délaissés, des zones qui sont régulièrement fauchées. Donc, on a frappé à la porte de tous ces gestionnaires, de tous ces propriétaires de routes, et on leur a dit, mais pourquoi vous n'y plantez pas des arbres? Pourquoi est-ce qu'on n'y met pas de la biodiversité forestière? Pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas des taillis à courte rotation sur ces zones-là? Et du coup, on a été bien reçus. Donc, on a déjà réalisé une première afforestation sur le long d'un délaissé routier à côté d'IKEA. Ça, c'est Dijon Métropole. Et là, c'était avec les étudiants de Sciences Po, le délaissé routier entre Dijon et Surtilly sur Savigny-Sec. Donc, quand vous y passez, ne regardez pas, hein, gardez les yeux sur la route. Mais en plus, vous ne les verrez pas parce que c'est des arbres qui font 20 cm. Hein. Pour l'instant, vous ne voyez rien. Donc, il faut vraiment pénétrer dans la zone pour le voir. Donc voilà, ça, c'est une initiative citoyenne qu'on propose effectivement aux majeurs de temps en temps, quelques dimanches dans la saison de plantation. Voilà, moi j'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions maintenant sur tous les sujets, n'hésitez pas. Alors pour tous ceux qui sont en visio, du coup la question c'est, on voit beaucoup d'épicéas scolités, est-ce qu'on peut lutter contre le scolite? À ma connaissance, non. Pas spécifiquement. Bon, après, il y a un moment, il y aura peut-être plus d'épicéas. Hein. Il y a des pièges à phéromone. Et on arrive à piéger les adultes qui finissent dispersion. On dit, voilà, piège à phéromone, mais assez compliqué peut-être à mettre en œuvre à grande échelle. Je ne suis pas spécialiste de la question des scolites. Moi, je suis responsable de l'unité territoriale montagne avec le Val-Suzon. On va jusqu'à la Haute-Marne. Ce n'est pas vraiment la zone concernée, donc je préfère pas donner plus d'éléments. Mais si vous êtes dans le Haut-Jura, vous verrez ces boîtes qui sont pendues aux épicéas et dans lesquelles souvent il y a des quantités importantes de scolites. On se rend compte que ce n'est pas nouveau, le scolite, mais ça s'est comment dire, ça s'est diversifié. La forêt s'est diversifiée parce qu'une fois que tous les épicéas sont coupés, quasiment des coupes blanches d'épicéas, il reste vraiment de la forêt de feuillus qui reprend de la vigueur qui était là bien avant, puisqu'elle est la forêt qui est très haute déjà. Donc j'imagine que ce n'est pas, la première grande crise de scolite, j'allais dire. Ce qu'on dit souvent, les forestiers, c'est que la nature a horreur du vide. C'est-à-dire qu'en général, vous laissez un sol, comme je vous disais, le climax du sol, c'est de la forêt qui va commencer à se repeupler avec, en général, des essences dites pionnières. C'est-à-dire ça va être du bouleau, plein d'essences pionnières pour finalement arriver sur des essences plus ancrées. Par exemple, on va avoir le chêne et le hêtre. À propos des scolites, il y a un traitement qui existe, mais qui est assez compliqué à mettre en œuvre, puisqu'il faut attendre les coupes de bois, que les scolites se retrouvent dans le bois coupé, parce que là, c'est une orgie énorme. Hein. Là, ils se reproduisent et c'est à ce moment-là qu'il faut traiter. Ça ne supprime pas le problème, mais ça le diminue quand même très nettement. Ça a été fait dans le sud, dans les régions du sud, après les grandes tempêtes en 99 et 2009. Là aussi, il y a eu, parce que comme vous le disiez très justement, quand les arbres sont affaiblis, il y a une foultitude de parasites qui se multiplient aussi et qui les attaquent. Et à ces moments-là, on a traité dans le sud les scolites de cette façon-là, mais le scolite typographe, hein, le moins
le moins méchant, hein, parce que l'autre, le sténographe, là, je crois qu'on ne peut plus rien faire. Merci à tous pour vos présentations. J'ai plusieurs questions. Alors, je vais faire dans l'ordre des notes que j'ai prises. Antoine, d'abord, j'étais vachement surprise par le stock de carbone dans les vignes et les vergers. Il est vraiment faible. Enfin, je ne sais pas d'où tu tires le chiffre, mais... On pourrait regarder sur le graphique, hein. C'est vrai qu'après, ça, c'est des moyennes, c'est une donnée. Après, j'imagine que selon le type d'exploitation des vignes ou des vergers, on n'aura pas le même stock de carbone. Ce qui se passe souvent, les vignes, en fait, sont quand même les zones où on exporte quasiment tout. En fait, on ne laisse pas les bois, en fait, quasiment pour les questions de maladie. On laboure. Donc, en fait, le stock de carbone ne fait que descendre. Aujourd'hui, dans les vignobles, on sait qu'il y a des pertes de sol, en plus du fait que le sol perd du carbone, il s'en va. Donc, en fait, au global, en fait, on a des systèmes qui sont très détruits. Et pour donner un exemple de lutte contre ce système-là, en Champagne, ils ont commencé à réintroduire des copeaux de bois et tout ça pour redonner de la nourriture au sol, parce qu'ils se rendent compte que le sol vivant, ça les intéresse aussi pour les questions d'eau. Aujourd'hui, le principal fait que les gens voulaient labourer à fond sous les vignes, c'est pour des questions de maladies, de concurrence sur l'eau. On se rend compte qu'il y a 50 ans ou 100 ans, en fait, les vignobles, ils n'étaient pas forcément labourés comme on fait aujourd'hui, et ça poussait quand même. Aujourd'hui, en fait, sur ce qui est vignoble, en fait, par se poser la question de qu'est-ce qu'on veut comme vignoble demain, ça va peut-être nécessiter de changer les CEP et donc les AOC. En fait, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une société qui a des habitudes, et donc ça change. La forêt sera plus la même, les vignobles seront plus les mêmes. On sera peut-être des vins du Maghreb en Bourgogne dans 50 ans. Il y aura peut-être des vins plus alcoolisés. Aujourd'hui, dans le sud de la France, on est en train d'irriguer les vignes pour avoir moins d'alcool dans le vin. Ça, c'est quand c'est clos, en fait, il ne sera pas disponible pour tout le monde. On va se poser des vraies questions. Est-ce qu'on a besoin de l'eau pour avoir des vins moins alcoolisés, ou est-ce qu'on change les cèpes de vigne et on fait d'autres productions? Alors, j'ai peut-être pas répondu tout à fait à la question, mais le lien entre le stock du carbone dans le sol et la vigne, c'est surtout lié à la surexploitation du sol pour avoir pas de végétation, quoi. Oui, du coup, la moyenne, elle doit être beaucoup drivée par les vignes. Enfin, ce chiffre-là, ouais. Dans une culture céréalière, par exemple, parfois, on peut laisser la paille, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, hein, parce que quand on exploite la paille, on affaiblit, mais il y a des cultures intermédiaires qu'on peut mettre. On peut mettre de la moutarde, ce qui fait qu'on peut enrichir un peu le sol. Voilà. Et du coup, ça me fait penser en fait, au fait qu'on cite souvent l'agroforesterie comme une solution pour augmenter le stock de carbone dans les terres arables, en fait. Mais du coup, si on gère les parties agroforestées comme on gère la vigne et les vergers actuellement, visiblement, ça ne va pas stocker beaucoup de carbone. Oui. Donc, en fait, sur l'agroforesterie, il y a plusieurs choses. Alors, le bois stocke en lui-même, les racines stockent aussi en sous-sol. Plus les racines sont profondes, plus on a de chances que le stock de carbone soit stable. Parce qu'en fait, vous avez de l'oxygène en surface du sol, et plus on s'enfonce, moins il y a d'oxygène. Et c'est les zones oxygénées qui font qu'il y a un déstockage du carbone. Il y a une vie bactérienne, tout ça. Plus vous enfoncez, plus les racines seront moins mangées, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier effet de l'agroforesterie, vous stockez du carbone en sous-sol. Deuxième effet de l'agroforesterie, vous allez prendre des éléments du sol, produire de la matière organique en surface, des feuilles, ça, qui vont retomber sur le sol. Donc ça fait partie d'un système de recyclage qui permet d'augmenter la production de carbone par mètre carré et de la faire retomber sur le sol. Et après, en fait, quand vous avez un système d'agroforesterie, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, entre guillemets, en fait, de l'agroécologie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des systèmes de rotation des cultures qui elles-mêmes nourrissent en carbone le sol. Entre des céréales, vous pouvez produire des moutardes, vous pouvez avoir des mélanges d'espèces avec des plantes fourragères, ainsi de suite, qui fait qu'en fait, vous pouvez aussi avoir un sol qui ne soit pas comme sous une vigne telle qu'on la voit actuellement. L'arbre en lui-même, on ne va pas le cultiver pour produire des fruits ou des légumes. Je dirais, à la rigueur, il peut supporter la concurrence d'avoir une culture intermédiaire entre les deux. Et dernier effet important, c'est que les arbres en agroforesterie vont permettre de lutter contre le vent qui assèche les cultures en été, produire de l'ombre, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un changement climatique, on peut considérer que la perte de récolte du fait à l'ombrage sera compensée par la gain de lutte contre le réchauffement entre guillemets, des cultures, l'assèchement des sols. Voilà, c'est des facteurs qui font que l'agroforesterie est une des pistes pour avoir un gain agroécologique du système. Y compris dans les vignes. Y compris dans les vignes. On a fait un projet marsanais où on a accompagné un vigneron pour planter des arbres au milieu de sa vigne. Et donc, il rappelle que il y a un projet à Marsanais où il y a eu des plantations d'arbres au milieu des vignes. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que la conduite de la vigne en France, c'est une conduite sur des cèpes courts. Il y a d'autres pays où ils font des conduites où il faut laisser pousser la vigne sur des arbres. On a un système qui a été développé pour l'automatisation. Si on va à un système de récolte différent, peut-être qu'on pourra avoir des vignes qui poussent différemment sur des arbres ou en accompagnement.
Il faut savoir que la vigne, originellement, pousse en forêt. Voilà. La vigne est une espèce forestière et donc forcément, elle est inféodée à l'arbre et les deux végétaux savent comment se développer ensemble et de produire de façon intelligente, mieux que l'homme en fait. Dans le micro, dans le micro, dans le micro. Je dis, je suis de la génération qui a grandi à Gevrey-Chambertin au milieu des vignes, avec des arbres au milieu des vignes. On avait des arbres fruitiers, mais malheureusement, un jour, le tracteur est arrivé. Et voilà, tant qu'il y avait des chevaux, c'était pratique pour passer entre les arbres. Après, tout le monde a coupé tous les arbres. Voilà. Donc, le résultat, c'est que maintenant, on essaie de replanter des arbres, mais il y a toujours des tracteurs. Je ne sais pas comment ils vont faire. Il y a des solutions parce qu'en fait, ils font le choix d'un certain nombre de rangs qu'ils abandonnent à la coupe, à l'entretien manuel. Tous les 9 rangs, ils font un rang manuel. Ils savent qu'ils vont faire des tailles manuelles sur tous les 9 rangs. Donc voilà, c'est un choix aussi pour le viticulteur. Mais bon, voilà, c'est le domaine viticole Bruno Clerc à Marsanne-la-Côte. Et c'est son fils qui s'est engagé dans la démarche. Il y en a qui sont pour l'ONF et en même temps le Forestier du Monde. En fait, notamment par rapport aux îlots d'avenir dont vous parliez, où vous essayez d'implanter des espèces qui ne sont pas du tout endémiques. Et j'imagine que vous, c'est plutôt l'inverse. Vous avez pris, comme vous le disiez, plutôt des espèces qui sont quand même endémiques ou du moins européennes. Et je me demandais, le fait de sélectionner des espèces qui sont prédites comme étant plus résistantes au réchauffement climatique, est-ce que vous essayez aussi de faire la sélection d'espèces endémiques, enfin de faire la sélection d'individus qui, au sein d'une espèce qui normalement ne serait pas adaptée au réchauffement climatique, il peut y avoir des individus qui développent des adaptations, faire de la sélection d'individus, enfin de jouer sur la diversité intraspécifique pour sélectionner des individus résistants ou est-ce que vraiment la stratégie, c'est vraiment d'opter pour des espèces qu'on sait plus résistantes? Je ne sais pas si c'était clair ma question. Tu veux commencer, Jean-Noël? Oui, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il ne faut pas oublier que les plants que nous plantons actuellement sont issus de récoltes de graines. Vous savez que les récoltes de graines sont organisées en France. Le Code forestier légifère sur les matériels forestiers de reproduction. Donc, on ne plante pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc, n'oubliez pas que les plants qui sont aujourd'hui issus des pépinières forestières sont issus de peuplements classés qui sont eux-mêmes exposés au changement climatique. Ce qui veut dire effectivement que les graines fournies par ces peuplements sont des graines qui sont issues d'une exposition au changement climatique. Donc, la question que vous posez, c'est que génétiquement, il n'est pas exclu que les jeunes plants de bouleau, berriqueux, par exemple, de chêne que nous plantons aujourd'hui, soient potentiellement déjà adaptés à des conditions plus difficiles. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, ça, on ne l'oublie pas. C'est pour ça qu'on fait des mélanges d'espèces autochtones, locales, issues de graines qui sont déjà exposées au changement climatique. Et on essaie effectivement le côté expérimental avec des espèces plus méridionales, qui elles-mêmes sont exposées. Des graines de chêne vert sont issues de peuplements gérés et qui sont également exposés au changement climatique. Ok. Alors, je réponds pour ma question. Donc déjà, du coup, Forestier du Monde est même plus ambitieux que nous, puisque dans leur plantation, il y a des essences encore plus méridionales que ce qu'on met actuellement. Les îlots d'avenir, en fait, c'est vraiment une tentative d'essayer de nouvelles choses. En général, pour l'instant, on reste quand même sur le pourtour méditerranéen. Comme je disais, par exemple, le chêne zéen, qui est un chêne plutôt d'Espagne. La vraie question, en fait, il y a plein de points qui ont été soulevés, c'est pas grave. Donc, ma diapo, qui normalement est de très bonne qualité, là, elle est de très mauvaise qualité. Simplement pour la question, parce que des fois, on se dit, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt laisser la nature faire? Est-ce qu'elle ne ferait pas mieux sans nous? Donc là, en fait, je suis désolé, je vous ai rapporté une diapo tip-top en qualité, mais là, on n'y est pas vraiment. En fait, ça sera mieux avec le micro, parce que là... Donc en fait, là, ce que vous voyez, donc vous avez des lignes, donc c'est les RCP, ce sont les fameux schémas sociétaux dont je vous parlais. Donc actuellement, on se dirige plutôt vers le RCP 8.5, donc qui est ici. Et en fait, vous avez la vitesse de migration à laquelle les espèces peuvent migrer naturellement en nombre de kilomètres tous les 10 ans. Donc vous voyez en haut 0, 20, 40, 60, 80. Et vous voyez que les arbres, donc en fait, ont une vitesse de déplacement qui est comprise entre 0 et 20 km tous les 10 ans. Donc forcément, les graines, c'est plus lourd. Et puis, on a la contrainte de la vie fixée. Un arbre a sa vie fixée. Et au final, vous voyez, la vitesse d'avancement du changement climatique pour un RCP 8.5, c'est environ 70 km tous les 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, le climat
évolue beaucoup plus rapidement, en fait, donc sur la dynamique sud-nord, évolue beaucoup plus rapidement que la capacité des essences à migrer. Alors aussi, ensuite, vous parliez des phénomènes d'adaptation. Moi, en général, j'ai tendance à parler des deux phénomènes qui existent en biologie. Donc, vous avez l'accommodation et l'adaptation. L'accommodation, c'est en gros, vous et moi, on va au soleil, on va bronzer. Donc, notre peau va momentanément, à l'échelle de notre vie, s'adapter. Et ensuite, on rentre en plein hiver et puis notre peau va reblanchir. L'adaptation, c'est vous avez des générations et des générations qui vivent en plein soleil. Et là, par contre, vous allez avoir les mutations, la sélection naturelle qui fait qu'à la fin, vous allez vous retrouver avec une population avec la peau noire pleine de mélanine qui, justement, absorbe beaucoup mieux ce soleil. Et en fait, moi, la crainte que j'ai et qu'on a à l'Office national des forêts, c'est qu'en fait, ce phénomène d'accommodation, il existe donc au niveau de la vie de l'arbre, c'est-à-dire la capacité de résilience à une sécheresse, à une canicule, mais qu'elle ne soit pas assez élevée au vu de la rapidité des changements sur l'échelle de vie d'un arbre. C'est-à-dire un hêtre, quand même, c'est 120 ans, un chêne, ça va jusqu'à 200 ans. Et puis, donc, dernier point, en fait, c'est de dire vraiment ces changements, vous savez, on parle souvent, on dit oui, mais des changements, il y en a toujours eu. Oui, mais jamais aussi rapidement, en fait. Et donc, moi, ma crainte, c'est que l'adaptation des arbres donc, se fasse difficilement. Après, ce qu'on dit, par exemple, c'est que le hêtre ne va certainement pas complètement disparaître de nos forêts, parce que sur les prédictions, il n'est plus à sa place ici à partir de 2050-2070. Mais peut-être qu'il aura, on aura moins de beaux fûts de hêtres qui montent droit et on aura plutôt un peuplement type garrigue, maquis qu'on peut voir dans le sud. Voilà. Mais les îlots d'avenir, en fait, c'est une vraie démarche parce que vous savez, la crainte toujours à importer des espèces, il y a la crainte qu'elles se plaisent finalement plus que les autres, qu'elles deviennent envahissantes. Aujourd'hui, on a aussi la crainte de dire peut-être qu'on va mettre des espèces qui seront adaptées dans 20-30 ans, mais qui aujourd'hui, les 2-3 gelées, parce qu'on va continuer à en avoir, eh bien, elles ne sont pas du tout compatibles avec ça. Et donc, en fait, c'est un vrai sujet. Et ces îlots d'avenir, finalement, ce sont des essais locaux sur des espèces qui ont certainement un peu plus d'avenir. Voilà, je vais arrêter de monopoliser la parole et je rends le micro. En fait, on doit tous devenir comme cet Indien, Jadav Payeng, je crois, j'ai recherché, qui a planté une forêt en Inde. Enfin, il est connu pendant 30 ans. Quel est le frein, quels sont les freins de l'association? Le foncier, la ressource en plan? Il n'y a aucun frein. En fait, moi, ce qui m'a surpris, on m'a toujours dit tu ne trouveras pas de terrain disponible. C'est l'idée que j'en avais dans ma profession. Et en fondant Forestier du Monde, on a commencé par démarcher les communes et on a trouvé des terrains partout, 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 on trouve des terrains. On en a trouvé à Gevrey-Chambertin. Le maire nous a dit je vous remercie d'être venu réaliser une afforestation à Gevrey-Chambertin. Nous l'avons remercié d'être associé à une appellation viticole mondialement connue. Hein. Nous, on ne s'imaginait pas qu'à Gevrey-Chambertin, il y aurait un terrain. On en a trouvé un. Donc, en fait, quand on va dans les communes, il y a plein de terrains. Évidemment, ce n'est pas forcément des grands terrains. Saint-Julien, c'est 4 hectares 74. On y est depuis 2010. On n'a pas fini. Parce qu'on le fait tous les ans. Parce que le but, ce n'est pas de planter en une fois. C'est de planter tous les ans. Que le gamin en CP, il y retourne en CE1, CE2, CM1, CM2. On se dit qu'au bout de 5 ans, là, il a bien compris ce que c'est que la plantation. Évidemment, les notions ont évolué. Et on espère qu'il aura la forêt, l'arbre dans le cœur. Donc, il n'y a pas de frein. Le but, c'est que les projets soient les moins chers possibles. Donc, un bosquet de 100 plants, tel qu'on a vu le schéma architectural, c'est 1200 €. Donc, autant vous dire, pour une commune, c'est rien. 1200 €, c'est à peine l'arbre qui a été planté à la mairie de Dijon, je ne vous dis pas où. Hein, donc, nous, on en plante 100, et avec les protections contre le gibier, hein, évidemment. Donc, il n'y a pas de frein. Et moi, je pense que l'idée est pertinente, d'abord parce que ce n'est pas moi qui la porte, mais c'est parce que les communes sont demandeuses. Donc, on n'arrête pas. Ce matin, j'étais encore à Selongé. On a planté à Selongé. On plante sur toutes les communes. Le projet se développe. Et vous vous souvenez de la grande idée de Francis Allais de forêt, de créer une forêt, de retourner une forêt primaire, de créer une forêt la plus naturelle possible. Quand on a discuté avec Francis Allais, on lui a dit, écoutez, Francis, allez-y si vous voulez. Ça va être compliqué d'un point de vue juridique de créer cet immense massif, alors que nous, on pense que faire des petits massifs partout, sur toutes les communes, ça permet effectivement d'atteindre rapidement les 70 000 hectares dont il parlait. Parce que si on regarde les surfaces qu'on a Forest, on doit être à 2-3 hectares par an, rien qu'en Côte d'Or. Donc, on peut rapidement atteindre les 70 000 hectares si vous prenez le nombre de communes, sachant que les terrains sont disponibles. Évidemment, on cherche des terrains qui soient ils nous mettent à disposition des terrains qui ne sont pas toujours des terrains agricoles, hein, je vous rassure. On a des anciennes décharges, on a des terrains, des délaissés qui ne sont pas extraordinaires, mais ce n'est pas grave, on plante quand même.
Et le dernier qu'on a planté, là, c'est à Varrois-Chéniaux. Donc, il y a eu une inondation il y a quelques mois à Varrois-Chéniaux. Et ça y est, ils ont compris que le terrain était totalement inondable. Et à Varrois-Chéniaux, entre la route de Ruffé et la route de Varrois, derrière la clinique vétérinaire, ben, le terrain va être afforesté. Voilà, donc, il n'y a pas de frein. C'est pour ça que nous, on vous interroge et qu'on est content d'avoir des étudiants de Sciences Po, c'est que vous gérerez quelque part aussi l'urbanisme. Et n'oubliez pas que la forêt est une formidable réponse à ouvrir les enjeux qui nous attendent. Hein. Claude Bourguignon l'a dit, contre les inondations, hein, souvenez-vous, hein, la perméabilité d'un sol, c'est 100 mm à l'heure d'un sol forestier. Hein. Sol agricole, c'est 2 mm à l'heure. Hein. Quand vous passez après une bonne pluie dans les terrains agricoles et que vous voyez les nappes d'eau là, qui surnagent, c'est un phénomène de tassement et d'imperméabilisation du sol agricole. C'est rien que ça. En forêt, vous ne pataugez jamais dans l'eau, jamais. Oui, je voudrais modérer quand même. Il y a quand même un frein, c'est le manque un peu de bénévoles, parce qu'on est quand même beaucoup de retraités. Moi-même, je ne sais pas combien de temps je vais durer, et ça serait bien d'avoir quand même des jeunes qui s'engagent à nos côtés. Et c'est pour ça que Antoine a été un très bon ambassadeur. Et je crois qu'on a la génération suivante. Hein. On est bien d'accord? Votre parcours civique, vous le faites avec nous l'an prochain. Peut-être qu'il y avait encore des questions. Vous aviez encore des questions. Et s'il y en a d'autres qui émergent aussi, qu'on fasse circuler la parole, hein, n'hésitez pas à le dire. Deux questions, du coup. Une pour vous, Forestier du Monde. Tout le monde, d'ailleurs, peut-être. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la barrière verte pour freiner la désertification au Sahel. Je voulais juste savoir si vous aviez des nouvelles. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Bon, j'en entends parler comme vous. Hein. Je ne suis pas un spécialiste là-bas. La seule chose sur laquelle moi je pense qu'il faut être vigilant, c'est effectivement s'assurer que les essences soient bien adaptées, que les conditions de plantation soient bonnes, si possible impliquer la population. Nous on estime qu'impliquer la population, c'est la garantie que cette forêt va durer, hein, puisqu'elle la population s'est appropriée ces zones forestières. Et puis, j'ai envie de dire, toutes les initiatives sont bonnes, mais il faut s'assurer effectivement quand même de l'adaptation des essences au contexte local et favoriser le temps le plus possible la biodiversité. Bon, après, il faudra juger sur pièce le résultat. Hein. Voilà. Moi non plus. Et en complément, on peut rappeler qu'en fait, il y a eu pas mal de déforestation qui ont été faites justement parce que les gens avaient besoin de bois pour chauffer, des choses comme ça. Et en fait, il y a un accompagnement social qui est nécessaire parce qu'en fait, souvent, il y a des problèmes de survie agricole ou d'élevage. Donc, on ne peut pas planter comme ça en disant on va planter, ça va être super. Il faut garantir un fonctionnement global. Et peut-être rappeler aussi une chose, on parle beaucoup de plantation, mais le semis, c'est ce qui a permis à la France de se reforester à partir de 1850. En fait, 1850, c'est le minimum forestier en France. Il y a eu des problèmes d'inondation, des problèmes, donc on a créé effectivement l'ancêtre de l'ONF sur des questions de problèmes d'inondation notamment. Hein, et donc ils ont reforesté des terrains et à l'époque on reforestait comment on semait. Et en fait, c'est des techniques qui ont un avenir parce qu'une graine qui germe, encore une fois, c'est une graine qui a les bonnes racines au bon endroit. Et elle vivra beaucoup mieux qu'un plant en fait, qui est grand et tout ça. Donc en fait, aujourd'hui, ce n'est pas encore des trucs qui sont encore très utilisés en France, c'est utilisé dans d'autres pays, mais peut-être qu'il y a un avenir, notamment, on pense par exemple, il y a un grand enjeu de replanter en France qui est soutenu par le gouvernement, il y a un grand enjeu de reforestation. La question, c'est effectivement, est-ce qu'on veut planter monoespèces sur des hectares après une coupe rase? Est-ce qu'on veut favoriser une reprise naturelle? Ce qui veut dire qu'il y aura un feu du fouillis pendant des années, mais à la rigueur, le processus naturel existe. Est-ce qu'on veut faciliter ça en sélectionnant des espèces et en faisant du semis, mais de mélange? Voilà, il y a plein d'options possibles. Et je pense que ce qui sera en tout cas un facteur de garantie de réussite, ce sera la diversité de ce qu'on fait et pas des monoespèces seulement. La monoculture d'un plant qui était valable dans un climat qu'on avait, qui était stable, eh bien, ça va être difficile demain de garantir qu'on n'ait pas des pans entiers de forêt qui tombent et qui meurent d'un coup. Donc, la diversité, ça veut dire qu'on va retourner à des techniques de collecte de forêts jardinées qui permettent effectivement peut-être moins de rentabilité, peut-être plus de résilience. Je voulais rebondir sur la cinégénie dont vous parliez. Vous avez tendu une perche tout à l'heure. Cinégénétique. Cinégétique. Ok. Donc du coup, vous me proposez juste d'en parler, vous me donnez le couloir pour... c'est ça. Tu nous parles de la chasse? Oui, voilà, c'est ça en fait.
Ok. Du coup, non. Vu la qualité, non, non, non. Donc du coup, en fait, on en parle beaucoup parce que vous savez, le monde forestier, entre guillemets, c'est un monde à trois lobbies pour ce qui concerne cet équilibre, justement, faune et forêt. Donc c'est un équilibre à trois lobbies. Le lobby agricole, qui peut avoir des dégâts justement du fait de cette présence des animaux. Le lobby forestier, qui peut aussi avoir des dégâts. Et le lobby des chasseurs, justement, dont c'est le loisir de venir pratiquer cette chasse de régulation. Moi, quand je parle de chasse, en tout cas à mon niveau aussi, je le précise, c'est pas la chasse à la bécasse ou ces choses comme ça. C'est vraiment la chasse des grands animaux qui ont besoin d'une régulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la chasse, on peut en penser plein de choses, on peut être contre. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a un besoin de régulation. Certains diront la régulation ne doit pas être faite par des chasseurs, mais par le loup, le lynx, des ours, pourquoi pas, enfin, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, justement, on n'a pas ces populations-là. Donc, la chasse est nécessaire en forêt pour le maintien de l'équilibre forêt-gibier, qu'on appelle sylvo-cynégétique. Vous pouvez rajouter agro-sylvo-cynégétique pour dire avec les champs. Aujourd'hui, donc, on a une population de cervidés, donc des chevreuils et des cervidés, parce qu'en Côte d'Or, on a des cervidés. Donc ça, eux, ce sont de grands herbivores, c'est-à-dire qu'en forêt, ils vont se nourrir notamment des jeunes pousses d'arbres. Et nous, les forestiers, par exemple, donc Jean-Noël l'a précisé plusieurs fois, quand ils font une plantation, ils mettent des gaines de protection contre les animaux. Donc du coup, ça nous occasionne un surcoût de protéger. Mais en plus, en fait, ce qu'il faut savoir dans une forêt aujourd'hui, quand on veut la régénérer avec des essences qui vont être adaptées au climat de demain, eh bien, en fait, si tous nos jeunes arbres intéressants pour la biodiversité se font allègrement brouter par par une population de cervidés, ça nous pose problème aux forestiers. C'est quelque chose qu'on estime comme préjudiciable. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, le hêtre est l'essence qui est certainement la plus condamnée dans nos forêts. Et nous, les forestiers, on essaye à tout prix de sauver de la dent du hêtre, entre guillemets, tous nos petits érables, nos fruitiers. Et le problème, c'est qu'en fait, pour les cervidés, le hêtre est l'essence la moins appétante. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans un endroit, ils vont réussir à vous trouver le petit érable qui déjà essaye de s'en sortir parce que le hêtre est très concurrent aussi. Et en plus, ils vont vous l'abrutir, ils vont le manger. Donc ça, pour nous, les forestiers, c'est un vrai sujet en fait. Et le lobby, justement, souvent entre forestiers et chasseurs, il se base là-dessus. C'est-à-dire les forestiers disent la surpopulation d'animaux, eh bien, elle est préjudiciable à la régénération de nos forêts, et les chasseurs disent non, pas complètement, ou sinon ils ne sont pas forcément d'accord avec ça. Et pour ce qui est du sanglier, alors le sanglier, il est plutôt problématique en général parce qu'il fait des dégâts au niveau agricole, mais je tiendrais quand même à préciser un petit peu en forêt. Donc le sanglier, c'est quand même un omnivore, hein, donc comme un cochon, il va manger tout ce qui passe au sol, donc les petits passereaux qui nichent au sol, les souris, les escargots, tout un tas de biodiversité qu'on appellera la biodiversité ordinaire qui se trouve au niveau du sol. Et souvent, on peut se dire forcément, une surpopulation entraîne un déséquilibre. Et ce déséquilibre, c'est difficile à chiffrer, mais ce qu'on dira, c'est de dire un sanglier mange pour un sanglier, 100 sangliers mangent pour 100 sangliers. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, vous pouvez être certain que, de toute façon, on le voit, si vous vous promenez en forêt, il y a des endroits où vous verrez, le sol est retourné, c'est pas une machine qui est passée dans la nuit, hein, c'est les sangliers. Pour vous dire, il y a même des endroits où on plante des arbres, donc avec des godets, où là, vous savez, il y a des nutriments pour les arbres. Le collet de l'arbre, c'est-à-dire la base de l'arbre, souvent est assez riche en minéraux. On a des sangliers qui arrivent, qui nous les tirent la nuit, c'est-à-dire que les ouvriers plantent, la nuit, la compagnie de sangliers passe, enlève le plant, mâchouille le collet, puis hop. Et puis il n'y a plus leur plante, ouais. Il y a plus qu'à tout recommencer et on parle de 10 000 € à l'hectare les plantations en moyenne. Donc voilà, c'était ce que je voulais importer comme idée sur le débat. Le micro. Si vous permettez, je vais compléter ce que vous ne vouliez pas dire. Vous êtes chasseur? Pas du tout. Je suis plutôt côté forestier. Mais il y a effectivement ce problème de régulation, hein, de population d'ongulés et de sangliers maintenant. Et il faut le dire, on est en surpopulation de tous ces bestiaux. Et les chasseurs, ils en rajoutent parce que pour eux, d'abord, non seulement c'est une activité de loisir, mais pendant un temps, c'était aussi du commerce, hein, même s'il est très réglementé, mais il y a un aspect commercial derrière. Donc, plus il y en a, mieux c'est, si j'ose dire. Et pour les forestiers, c'était un problème. Mais aujourd'hui, ce qui vient aussi parasiter la discussion sur la régulation, c'est l'opinion publique. Parce qu'aller dire aux gens, ah ben, il faut tuer beaucoup de chevreuils, et à commencer par les biches, parce que c'est les biches qui font les petits,
Alors là, ça crée un scandale total. Hein. On appelle au secours, il faut appeler le SAMU, etc. Hein, mais ça aussi, c'est un problème. C'est que vis-à-vis d'une population citadine, et j'en parle ici à Dijon, hein, parler de ces problèmes-là en disant mais il faut tuer des cerfs, il faut tuer des biches, il faut tuer des chevreuils, ça tourne au scandale quasiment. Hein. Donc il y a même eu des petites manifs, il y a des séances de cinéma là-dessus. Donc il faut accepter ça aussi. Hein. Parce que la forêt, c'est celle qui paye. C'est d'abord elle qui paye le prix. Hein, parce que les agriculteurs, ils ont un fonds d'indemnisation, pas les forestiers. Eux, ils payent cash. Et il faut qu'ils recommencent. Et à l'ONF, c'est 10 000 € l'hectare, ce qui est quand même très, très cher. Hein. Oui, je confirme, c'est très cher. Là, c'est du luxe hein, quand même. Entre les 1 200 € de monsieur. Et attendez, 1 200 €, c'est pas l'hectare, hein, c'est pour 200 mètres carrés peut-être. Oui, parce que 200 mètres carrés, vous multipliez par 50 hein, pour avoir à l'hectare. C'est sur 900 mètres carrés. Ok, vous multipliez par 10. Donc on n'est pas loin. Oui, donc on n'est pas loin, effectivement. En gros, c'est 3 000 €, hein, la moyenne d'une plantation. 3 000 € à l'hectare. Oui, normal. Voilà. Hein. Mais ceci dit, voilà, c'est les forestiers qui payent. Alors, si tout le monde est d'accord, ben voilà, donc c'est l'ONF qui va en pâtir et tous les forestiers de France et de Navarre et les plantations afforestées de monsieur vont être bouffées. C'est pour ça, vous avez vu sur les photos, les grandes gaines pour les protéger. Mais ça les protège qu'un temps. Hein. Et s'il y a trop de population, les gens sont ravis de voir un chevreuil dans leur jardin. Et ben là, ils vont se faire bouffer en priorité. Ça aussi, il faut y penser. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que moi, quand j'ai commencé ma carrière, les forestiers finissaient la réintroduction des cervidés. Hein. Les forestiers avaient pour mission de capturer des chevreuils et de les réintroduire dans des massifs où ils n'étaient plus présents. Ou qui n'avaient jamais été présents aussi. Oui. Donc, il faut bien avoir en tête qu'il peut y avoir des citoyens qui ont connu la période où il n'y avait pas de cervidés. Après, on a instauré le plan de chasse. Donc, on leur a demandé de ne pas tirer le temps que les populations se reconstituent. Après, on leur a demandé de tirer. Après, on leur demande maintenant de tirer les minimums pour être sûr que les forestiers n'aient pas d'impact. Donc, pour un même chasseur qui pourrait être assez âgé, qui aurait pas loin peut-être de 80 ou 90 ans, il a connu une évolution incroyable dans la gestion des populations de grands gibiers. Vous avez raison, mais aujourd'hui, on est en surpopulation. C'est clair. Et aujourd'hui, voilà, c'est le problème. Bon, ceci dit, les forestiers savent gérer on a retrouvé un document qui date de 1908 où le loup est présent dans les inventaires réalisés par les forestiers. Donc, tout ça pour dire que le forestier il est prêt à gérer les grandes populations de cervidés avec le loup. Hein, c'est pas un souci pour le forestier. C'est simplement effectivement le volet social, l'acceptation sociale, le fait qu'effectivement peut-être les populations de chasseurs devront revoir leur façon de travailler, la façon de leur loisir. Mais le forestier, lui, il est prêt à travailler avec le loup sans problème. Hein, il a sa place. Hein. On va bientôt clôturer. Vous avez une dernière question? C'était juste pour rebondir, c'est qu'on n'a pas parlé aussi du coût de la chasse. Il y a des plans de chasse et les personnes qui chassent, bon, il y a le permis, il y a l'arme, il y a des, comment on appelle ça, des adhésions. Et puis après, il y a une concession dans une chasse, donc on paye à l'année selon les belles chasses ou autres. Et puis aussi, vous avez le prix ce qu'on appelle des bracelets. Et c'est vrai que ça peut représenter. Alors, il y a d'un côté les forestiers avec les agriculteurs qui vont dire faut augmenter les prélèvements. Il y a des comptages qui sont faits, on ne compte pas forcément tout. Il y a des concertations qui se font régulièrement. Par contre, le coût pour la chasse est aussi important. Donc, c'est toujours pareil, on est toujours embêté avec l'argent. Oui. Si vous voulez, il y a de la documentation qui reprend un petit peu les propos qui ont pu être dits, si ça vous intéresse. Je vous remercie à tous de votre présence et je tiens à remercier nos 4 invités pour leur rapport et pour leur partage de savoir et de connaissances. Merci. Merci Antoine.